Nouveau numéro de Reporter le Doc, le magazine de reportage long format de la rédaction de France 24. Le chiffre est terrible. En Chine, aujourd'hui, plus d'1 million de Ouïghours sont enfermés dans des camps de concentration. Ça se passe dans la province du Xinjiang, à l'extrême ouest du pays, à la frontière notamment du Kazakhstan. Officiellement, pour Pékin, ces camps visent à rééduquer les Ouïghours, musulmans turcophones, que les autorités chinoises assimilent volontiers à des extrémistes religieux. Il s'agit en réalité de prisons gigantesques où le Parti communiste torture et lave le cerveau de cette ethnie minoritaire chinoise. Au Xinjiang, des maisons, des rues, parfois des villages entiers se vident de leurs habitants envoyés dans ces camps sans autre forme de procès. Pendant près d'1 an, Angélique Forget et Antoine Védéier ont enquêté sur l'existence de ces camps. Plusieurs fois, elles se sont rendues dans la province du Xinjiang, hostiles aux journalistes. Au Kazakhstan, en Turquie, au Canada et en Europe, ils ont aussi recueilli des témoignages, certains inédits, qui racontent tous l'horreur de ces camps de concentration chinois. Ouïghours, un peuple en danger, reportage d'Angélique Forget et Antoine Védéier pour France 24. C'est un sentiment qu'elle avait fini par oublier. Une sensation qu'elle ne pensait jamais retrouver. Depuis 6 mois sur les rives du Bosphore, Gulbahar Celilova redécouvre la liberté. Aujourd'hui, je me sens libre. Je me sens bien, je me sens libre de respirer. Libre de sentir sur ma peau les rayons du soleil. Gulbahar est d'ethnie ouïghour. Pendant 1 an, 3 mois et 10 jours, elle a vécu enfermée dans un camp dans l'ouest de la Chine. Un calvaire qui débute en mai 2017, lorsque des policiers l'arrêtent dans sa chambre d'hôtel. J'étais épuisée. Ils m'ont emmenée dans une pièce fermée par de lourdes portes métalliques. Elles faisaient beaucoup de bruit quand on les ouvrait. La pièce faisait 20 mètres carrés environ. Il n'y avait pas de fenêtre. À l'intérieur, il y avait une quarantaine de femmes. La moitié d'entre elles étaient debout. Les autres étaient allongées au sol, les unes contre les autres. On portait toutes de lourdes chaînes aux pieds. Dans les cellules, Gulbahar décrit des conditions de vie insoutenables. Manque d'hygiène, d'eau et de nourriture. Elle est aussi soumise à des sessions de lavage de cerveau. Elle doit prêter allégeance au Parti communiste chinois. Une fois par semaine, ils nous montraient une vidéo sur Xi Jinping. Ensuite, ils nous demandaient d'écrire notre autocritique. Ils voulaient s'assurer que nos idées changeaient et s'amélioraient. Tous les lundis aussi, à 9h55, nous devions nous mettre debout et chanter l'hymne chinois. Le reste de la semaine, nous devions chanter 5 chansons chaque jour. J'ai oublié le reste. On chantait ce genre de chansons. Si on ne chantait pas, ils ne nous donnaient pas de nourriture. Et ils nous punissaient. Dans l'ouest de la Chine,
il existerait une centaine de camps comme celui dont parle Gulbar. Des complexes immenses où, selon plusieurs ONG, plus d'1 million de Ouïghours seraient enfermés. Les Ouïghours, une ethnie musulmane et turcophone présente dans la province du Xinjiang. Les autorités chinoises ont transformé cette région, grande comme 3 fois la France, en un gigantesque État policier. Pékin veut mettre au pas cette communauté car ces dernières années, le Xinjiang a connu plusieurs soulèvements. Violemment réprimés. Les Ouïghours dénonçaient les discriminations dont ils estiment être victimes. Sous couvert d'une lutte contre l'extrémisme religieux et en réponse à plusieurs attentats perpétrés par des Ouïghours, les autorités chinoises entendent désormais les soumettre à une rééducation. Aujourd'hui en Chine, 1 Ouïghour sur 10 serait détenu. Des hommes et des femmes de toutes les classes sociales, la vague de répression n'épargne personne. Même la star Abla Janaout, qui défendait dans ses chansons la culture et l'identité ouïghour, est l'une des victimes du nouveau système concentrationnaire chinois. À plus de 9000 km du Xinjiang, Vancouver. C'est ici, sur le campus de la prestigieuse université de la British Columbia, que Shaun Zhang, un étudiant chinois de 29 ans, a été l'un des tout premiers à prouver l'existence des camps. Je voyais beaucoup d'informations circuler selon lesquelles des camps d'éducation auraient été construits dans le Xinjiang. J'étais assez sceptique au début parce que je n'avais encore jamais lu de choses pareilles. Donc j'ai décidé de vérifier par moi-même. Depuis sa chambre, il commence alors à rassembler des documents officiels chinois disponibles sur Internet. Appel d'offres du gouvernement, permis de construire, commande de matériel. Grâce aux adresses qui y figurent, il localise des camps sur des images satellites et parvient à établir une carte précise qu'il publie sur son blog. La plupart des camps que j'ai trouvés sont dans le sud du Xinjiang, vers Kashgar, Yarkent, Rotan. Ce n'est pas une carte exhaustive parce que je ne dispose d'images satellites que pour les grandes villes. Selon Shaun, il existerait dans tout le Xinjiang une centaine de camps qu'il identifie facilement et qu'il peut différencier des prisons car ils ne sont pas conçus sur le même modèle. D'après cette photo, je peux dire sans trop d'hésitation que c'est un camp de détention. Comme vous pouvez le voir, il y a des miradors ici, là et encore là. Et ce mur fait environ 3 à 5 mètres de haut, d'après l'ombre. C'est tout à fait typique. Je retrouve ce genre d'éléments dans beaucoup d'autres camps. Des camps ultra sécurisés qui s'agrandissent en un temps record. En 2016, sur ce terrain vague, quelques logements transformés 2 ans plus tard en un camp gigantesque. 166 000 mètres carrés de bâtiments sont sortis de terre. D'après un rare document que Shaun a pu consulter, ce camp hébergerait aujourd'hui plus de 8000 personnes. Visiblement, je pense que ce camp s'est élargi pour une raison. Il faut y détenir de plus en plus de monde. Donc, il faut construire de nouveaux camps pour recevoir plus de détenus. À plusieurs reprises, nous nous sommes rendus dans la province du Xinjiang dans l'espoir d'approcher l'un de ces camps.
Mais là-bas, les journalistes étrangers ne sont pas les bienvenus. Dès notre arrivée, nous sommes suivis par plusieurs véhicules comme cette voiture blanche ou celle-ci. Nous sommes aussi pris en filature ostensiblement par des hommes en civil. En pleine rue, nous sommes empêchés de filmer. Au cours de nos 3 séjours dans la province, nous avons été arrêtés 7 fois au total. Comme sur cette route à proximité d'un camp, un barrage de police nous empêche d'aller plus loin. Nous sommes ensuite conduits dans ce poste de police où des agents vérifient notre identité et nous interrogent. Nous filmons discrètement. Vous êtes journaliste à Shanghai. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Nous sommes venus filmer le camp de Dabancheng. Il n'y a pas de camp de rééducation ici. Alors ici, à Dabancheng, il n'y a pas de camp? Non, il n'y en a pas. Si, il y en a un grand. Il y a beaucoup de monde. Non, il n'y en a pas. Le camp de Dabancheng, on le voit sur cette image satellite. Nous ne pourrons pas nous en approcher. Ces policiers nous contraignent à faire demi-tour. Pour les 11 millions de Ouïghours qui peuplent le Xinjiang, leur province est devenue une prison à ciel ouvert. Stations de police et checkpoints quadrillent le territoire. Les Ouïghours sont constamment fouillés. Les contenus des téléphones portables régulièrement contrôlés. Le Xinjiang est à la pointe du système de reconnaissance faciale déployé dans toute la Chine. Des centaines de milliers de caméras scrutent chaque rue, chaque mosquée. On les retrouve même à l'intérieur des taxis, à l'entrée des toilettes publiques. Pour les Ouïghours, la vie sous surveillance n'est plus leur seul fardeau. Ils risquent désormais à chaque instant d'être envoyés dans des camps. Et ils ne sont pas les seuls à subir cette menace. Toutes les minorités présentes au Xinjiang, kazakhs, tatars, kirghizes, souffrent de la même répression. Dans certaines villes, des quartiers entiers ont été vidés de leurs habitants. Sur les portes des maisons et des boutiques, des scellés. Les familles qui vivaient ici ont toutes été arrêtées, comme dans cette rue d'Urumqi, la capitale du Xinjiang. La maison d'à côté est fermée, n'est-ce pas? Pourquoi? Oui, cette maison-là et celle d'à côté, c'est pareil. Elles sont fermées. Où sont passés les gens qui vivaient ici? Les gens? Un voisin intervient, mais refuse d'être filmé. Vous savez pourquoi ces maisons sont fermées? Oui, ils sont à Dabancheng. Dabancheng, c'est le camp que nous avons essayé d'approcher. 10 000 personnes y seraient enfermées. Énormément de gens ont été envoyés là-bas. Cet homme n'en dira pas plus. Il nous fait signe de partir. Au cours de l'un de nos séjours au Xinjiang, à partir de coordonnées GPS transmises par Shenzhong, nous parvenons exceptionnellement à nous approcher du camp que l'on voit sur cette photo satellite. Ces images sont rares. Nous sommes à Hotan, dans le sud de la province. La ville compte au moins 8 camps. Celui-ci semble flambant neuf. Aux fenêtres, grillages et barreaux. Devant l'enceinte, ces enfants accompagnés de leurs grands-parents ont leur père enfermé.
Qu'est-ce que c'est cet endroit? C'est une école, un endroit pour apprendre. Pour apprendre quoi? La langue nationale. Et tu sais pourquoi ton père est là-bas? Je ne sais pas trop. Quelques mètres plus loin, cet homme a lui aussi un proche incarcéré. Vous connaissez des gens à l'intérieur? Oui, mon grand frère est dedans. Pourquoi? Il étudie. Mais pourquoi a-t-il été envoyé ici? On ne sait pas. Vous savez ce qu'il étudie? Le Parti communiste. Nous n'avons pas été autorisés à visiter l'intérieur d'un camp. Mais dans l'ouest du Xinjiang, un journaliste chinois a pu filmer ces quelques images en caméra cachée. C'était en août dernier, le bâtiment était encore en construction. Depuis, plus de 1000 personnes y seraient enfermées. À l'intérieur, on découvre des dortoirs qui ressemblent à des cellules de prison. À chaque étage, 3 salles de classe comme celle-ci et au mur des slogans. Suivez les directives du président Xi Jinping sur le socialisme, aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère. De l'autre côté de la frontière chinoise, au Kazakhstan, nous avons retrouvé une femme, témoin clé de ce qui se passe réellement à l'intérieur de ces camps. Saragul Sotbeh est chinoise d'ethnie kazakh. En novembre 2017, elle a été emmenée de force dans un camp et contrainte d'enseigner le mandarin à des détenus. Libérée 4 mois plus tard sans savoir pourquoi, elle vit aujourd'hui en exil. C'est la première fois qu'elle parle devant une caméra. Tous les jours, je devais faire travailler les détenus. Je devais leur faire dire des centaines de fois, des milliers de fois « Je suis chinois, je suis fier de la Chine ». Ces phrases, ils devaient les dire debout et les dire fort. Et moi, je devais les guider des milliers de fois. Ils devaient dire leur amour pour Xi Jinping et pour le Parti communiste. Quand j'allais en classe, il y avait 2 policiers armés qui me suivaient dans le dos. Quand je donnais cours, ils restaient derrière moi. Tout ce que j'enseignais était enregistré et des policiers restaient à la porte. À l'intérieur du camp, 2500 détenus. Ils sont d'ethnie kazakh ou ouïghour. À plusieurs reprises, Saragul est témoin de violences. Parfois, quand je donnais cours, des policiers armés faisaient irruption dans la classe. Ils étaient 2 ou 3 et sortaient de force des détenus. Ces personnes-là, je ne les ai plus jamais revues. Parfois aussi le soir, au moment du dîner, on entendait des gens appeler au secours. Ces voix, ce sont les voix les plus misérables que je n'ai jamais entendues. On se disait qu'ils étaient en train de les torturer. Les détenus sont censés être rééduqués. Ils sont en fait torturés et maltraités. Saragul raconte d'autres sévices. Les détenus devaient aussi recevoir des piqûres. Il ne s'agissait pas de piqûres pour les soigner, vous voyez. Ces piqûres, c'était comme de la torture. Elles étaient faites pour prendre contrôle de leur mental. Les gens à l'intérieur du camp n'avaient plus aucune force pour se rebeller. Des injections pour rendre les détenus dociles. À Istanbul, Gulbahar Celilova nous raconte y avoir été soumise elle aussi dans le camp où elle a passé plus d'1 an. Ils nous piquaient là ou là. On devait sortir notre bras par une petite ouverture dans la porte une fois par semaine. Nous nous sommes rendus compte qu'à cause de ces injections, nous n'avions plus nos règles. Les miennes se sont arrêtées 1 mois après le début de ma détention. Et puis nous ne pensions plus à rien. Nous ne pensions plus à nos proches, à nos familles. Je ne savais plus où j'étais née, j'avais l'impression d'avoir toujours vécu là.
On ne sentait plus ni le froid ni la faim. C'est comme si nous étions des morceaux de viande posés là. Pendant de longs mois, Pékin a nié l'existence de ces camps, puis a fini par les reconnaître et leur donner un cadre légal. Dans ce reportage diffusé par la télévision d'État, on voit des hommes et des femmes qui apprennent le mandarin. Ils reçoivent aussi des formations professionnelles comme la couture ou la menuiserie. Logés dans des bâtiments propres et des dortoirs confortables, tous semblent heureux d'être là. Avant, j'étais pauvre d'esprit. Mais maintenant, c'est fini. Je vais pouvoir m'enrichir. Je préfère ne même pas imaginer où je serais si je n'étais pas ici en train d'étudier. Peut-être que j'aurais suivi des extrémistes religieux et que je serais devenue une criminelle. Le gouvernement et le parti m'ont trouvé à temps et ils m'ont sauvée. Nous avons montré cette vidéo à Gulbar Celilova. Les camps dans lesquels je suis restée ne sont pas du tout comme cela. Nous, on ne sortait jamais de notre pièce de 20 mètres carrés. Là, ils montrent 10-20 personnes et ils disent « Regardez comme ils vont bien ». Mais les gens dans tous les autres camps sont en train de pleurer. Moi, je sors tout juste du camp et je peux vous dire que ce n'est pas du tout comme ça. C'est un mensonge. Ce n'est pas vrai du tout. Gulbar décrit plutôt des femmes incarcérées de façon arbitraire. Dans ce cahier, elle consigne les noms de ses codétenus et les motifs de leur arrestation. Dès que je me souviens d'un nom, je l'écris. Alia, enfermée car elle a voyagé en Turquie. Fatima, 52 ans, traductrice d'anglais. C'est pour ça qu'elle a été arrêtée. Anissam, arrêtée pour avoir détenu dans son téléphone la photo d'une fille en train de prier. Marfret, arrêtée parce qu'elle portait un foulard. Gulbar Celilova, elle, était directrice d'une société d'import-export. Elle était en Chine pour affaires. Si elle a pu être libérée, c'est parce qu'elle a la nationalité kazakh. Les autorités de son pays ont fait pression sur Pékin pour la faire sortir. Cela faisait 20 ans que je faisais des affaires avec la Chine. Je ne suis pas une terroriste. Je suis juste une femme d'affaires normale et une mère de 3 enfants. Quand je suis rentrée à la maison, mes enfants m'ont dit qu'ils n'avaient jamais arrêté de se battre pour me faire libérer. J'ai eu de la chance de sortir d'un endroit pareil, où ils m'accusaient de terrorisme. Comme Gulbar Celilova, 1 million de Ouïghours vivent en dehors de Chine. Parmi eux, certains craignent un retour forcé au Xinjiang. Car la vague de répression menée par Pékin dépasse aujourd'hui les frontières de la Chine. C'est le cas par exemple de certains membres de la communauté ouïghour en France. Depuis quelques mois, l'ambassade de Chine à Paris refuse de donner aux membres de la diaspora les documents nécessaires au renouvellement de leurs papiers d'identité. Une femme ouïghour a accepté de témoigner à condition de rester anonyme, car des menaces pèsent sur sa famille. Elle se dit victime d'un chantage, rentrée au Xinjiang pour obtenir son acte de naissance, ou voir expirer son titre de séjour en France. Moi, je préfère de rester sans papier que rentrer
de mettre les pieds dans ce piège. Leur but, c'est qu'on est obligé de rentrer, voilà, et après, ils vont trouver une solution de nous faire envoyer au camp de concentration. Ils veulent nous faire rentrer tous les Ouïghours possibles. Rentrer au Xinjiang pour y être arrêté, c'est ce qui est arrivé à Gulbahar Aitiwadji. Installée en région parisienne depuis 10 ans, cette femme ingénieure a été piégée par son ancien patron en décembre 2016. À de nombreuses reprises, il l'appelle et la somme de rentrer en Chine signait des papiers pour toucher sa retraite. Gulbahar Aitiwadji s'exécute. À l'époque, personne ne connaît l'existence des camps. Pendant une semaine, c'était ça. Il le rappelait, il disait à la fin, avec un ton vraiment très dur, il a dit « tu rentres, t'as pas d'autre choix ». Voilà. Tu rentres, c'est toi qui dois signer tes papiers, on ne peut pas attendre plus longtemps, donc tu dois rentrer. Elle a pris ses billets d'avion pour 2 semaines et elle était censée revenir le 10 décembre. À son arrivée en Chine, son passeport est confisqué. Son mari et ses 2 filles perdent alors tout contact avec elle. Ils n'ont aucune nouvelle pendant 6 mois. C'était très dur et c'est en juin ou juillet 2017, donc 6 mois après, ma tante nous a appelés en disant que ma mère est dans un camp de rééducation. Je crois qu'elle nous a dit allez en rééducation, allez en formation ou allez à l'école, quelque chose comme ça. Mais on était loin de se rendre compte que ça allait aussi loin en fait, qu'il y avait et que ça allait durer aussi longtemps avec ces camps et ces millions de personnes détenues. On était trop loin d'imaginer ça. Ouais. Pour l'heure, le Quai d'Orsay dit ne pas pouvoir faire revenir leur mère, car elle est la seule de la famille à ne pas avoir la nationalité française. Mais ses proches ne perdent pas espoir. Allô? Tu as une cravate? Assalamu alaikum. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous avec un Ouïghour venu de Finlande. Depuis quelques mois, Almourat Hari parcourt le monde à la rencontre de la diaspora. Comment allez-vous? Dites-moi, comment ça va? Pendant 2 ans, les parents de ce médecin généraliste, tous 2 fonctionnaires ouïghours, ont été enfermés dans un camp. Ils ont depuis été libérés, puis placés en résidence surveillée. Mais Almourat n'a pas cessé son combat. Il est devenu l'un des porte-paroles de sa communauté. Je pense que c'est important pour nous qu'on échange nos expériences, qu'on se soutienne, qu'on s'encourage, qu'on montre notre sympathie et qu'on montre qu'on n'est pas seul. Si on s'unit, on sera plus puissant. Almourat Hari a quitté le Xinjiang quand il avait 19 ans. Aujourd'hui, à 35 ans, il vit dans la banlieue d'Helsinki avec son épouse ouïghour elle aussi et leurs 2 petites filles. On aime beaucoup vivre ici. On se sent chez nous. Pas pour la culture qu'il y a, mais parce qu'on est libre ici. On vit dignement et nos droits sont respectés. Son dernier voyage au Xinjiang remonte à l'été 2016. C'est la dernière fois qu'il a vu ses proches. Regardez, j'ai quelque chose à vous montrer. C'est une photo de moi. Regardez ici, c'est moi avec ma femme adorée. On est habillés avec des vêtements traditionnels ouïghours. Cette photo a été prise la dernière fois que nous avons rendu visite à nos parents dans la ville de Turpan. Parce qu'il sait son peuple en danger, l'an dernier, il a créé une association pour recenser les victimes des camps d'internement chinois.
Je voulais que le monde sache ce qui arrive à mon peuple, à mes parents. Dans cette vidéo, il appelle tous les Ouïghours qui connaissent des personnes enfermées à témoigner. En quelques jours à peine, il reçoit des centaines de messages. Regardez, on en a tellement. Regardez, je peux même faire comme ça et ça ne s'arrête pas. Il y a près de 400 vidéos et témoignages. Comme cette petite fille qui n'a plus de nouvelles de son papa, ou ce jeune homme de nationalité américaine. Aidez-moi à libérer mon père des camps d'internement chinois. C'est un célèbre rédacteur en chef ouïghour. Il est détenu depuis décembre 2017 et cette information m'a été confirmée par plusieurs sources. Je vois que je ne suis pas tout seul. Ça me rend triste, vous savez, parce que vous pouvez sentir leur douleur et vous menez exactement le même combat. Vous avez la même douleur à l'intérieur de vous et vous pouvez sentir leur douleur. Ça fait remonter des émotions, je suis désolé. Régulièrement, Al-Mourad organise aussi des manifestations pour alerter l'opinion publique. Ce jour-là, des Ouïghours venus de toute l'Europe l'ont rejoint à Helsinki. Bonjour à tous, bienvenue et merci d'être venus. Dans leurs mains, un drapeau interdit en Chine, celui du Turkestan oriental. Le Turkestan oriental, c'est le nom que les Ouïghours donnent à leur région. Certains pensent que la survie de leur peuple doit passer par l'indépendance de leur territoire. La Chine communiste administre la province depuis 1949. Est-ce que c'est la solution? En tout cas, c'est ce qu'on aimerait. Parce qu'au XXe siècle, on a déjà été indépendant. En 1933, une première fois, puis en 1944. Donc on n'est pas un pays qui n'a jamais été indépendant ou qui n'a jamais été capable d'avoir son propre gouvernement. On sait le faire. Pour eux, aujourd'hui, il y a urgence, car chacun dans ce cortège a un père, une sœur, un ami enfermé. Erkin Jacob vit en Europe depuis 9 ans. Son neveu, resté au Xinjiang, aurait été envoyé dans un camp. On se sent vraiment, comment dire, faible et sans puissance. On est très peu, comme vous avez vu, et nous, très peu de monde qui peut être la voix de notre peuple et qui est en train de souffrir extrêmement. Et il est en train de mourir, je n'exagère pas. Tous ici, Al-Mourad et les autres, promettent de continuer à porter partout la voix de leur communauté pour ne jamais abandonner leurs proches victimes du plus grand internement de masse du XXIe siècle. Voilà pour ce document signé Angélique Forget et Antoine Védéier. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.